Individuellement, on ne s'en sort pas. Parce que dans un monde touristique comme est notre monde, on est obligé de pratiquer le tourisme. En plus, la définition du tourisme est tellement vaste que de toute manière, nous sommes tous des touristes, qu'on le veuille ou non, j'ai envie de dire. Donc, on n'en sort pas. Tout comme il est difficile de ne pas respirer d'air pollué, il est difficile de ne pas manger de nourriture chargée en pesticides ou en polluants de toutes sortes, tout comme il est impossible de ne pas pratiquer le tourisme de plein gré ou de mauvais gré. De mon point de vue, la question du tourisme, c'est une question qui est liée à nos modes de vie. À nos modes de vie en société marchande. Et c'est ce mode de vie que moi, en fait, que je critique et que j'attaque, mais y compris en soulignant la dimension politique. C'est-à-dire que le tourisme, c'est un modèle d'organisation des territoires, c'est un modèle de promotion d'un certain idéal existentiel qui me semble lourd de carences et surtout aussi lourd à supporter pour la planète et pour les sociétés qui y vivent. Et je pense que cette frénésie de mobilité ne pourra pas durer éternellement. Je m'appelle Zina et je suis co-gérante de la société Oval qui crée du Chéna, du Beaujolais et aussi qui fait du comportement équin. J'étais parisienne et du coup je suis venue là parce qu'on avait la maison familiale. Quand j'étais à Paris, j'avais vraiment qu'une envie, c'était de venir là parce que pour moi il y avait vraiment un sens au fait de travailler dans la continuité de la vie, c'est-à-dire qu'on travaille, il n'y a pas de séparation entre notre travail et la vie qu'on mène à côté. Donc je sais pas, par exemple, quand on est je sais pas, ingénieur, on travaille et puis à côté on rentre chez soi et puis ça y est, on fait d'autres activités. Ici, on travaille et en fait, toute la vie, c'est le travail. Mais en même temps, c'est aussi toute la vie. Donc, il n'y a pas de, c'est pas enfin voilà, c'est vraiment interpénétré. C'est la continuité. Il y a vraiment une espèce de globalité, quoi. Et donc, j'aimais ça quand j'étais à Paris. Et maintenant que je suis plus à Paris et que je vis de ça. Je ressens l'envie de devoir faire des pauses de ça, sauf que c'est plus possible parce qu'il n'y a plus de, il y a plus de pauses à faire parce que du coup c'est tous les jours, quoi. Quand tu as des animaux, quand tu as des responsabilités végétales vivantes, quoi, t'es obligé d'être là, t'es obligé de, on peut pas faire des moments oui et des moments non, c'est forcément la continuité de la vie. Donc il y a peut-être à réenchanter le local. C'est ce que font certains acteurs du tourisme, avec ce qui s'est développé pendant le post-confinement, les post-confinements, avec des micro-aventures. Mon mode de voyage est calibré pour aller à la rencontre un maximum et enlever les barrières que je pourrais avoir avec les gens. Donc moi j'aime aussi beaucoup voyager en stop. Là, je me mets en difficulté, mais j'enlève aussi par là même des barrières et je facilite la rencontre. Et en vélo, c'est pareil. Mais pour ça, on en revient un peu à la question initiale de la surfréquentation. Il faut lutter, ou il faut que les acteurs du tourisme local luttent contre les imaginaires, on va dire, généraux, dominants, qui sont ceux des grandes villes, des grands espaces. Certes, la posture de Rodolphe Christin est assez radicale, mais elle peut, à mon avis, à mon sens, permettre de faire réfléchir les individus sur le local et que peut-être, de temps en temps, le local doit prendre le pas sur le global. Moi, je défends l'idée du voyage, de l'idée de la connaissance, de la rencontre, de la découverte des sociétés et des territoires. Donc, je défends tout à fait cette idée-là. Je pense qu'elle est importante. Je pense qu'effectivement, l'humanité a toujours voyagé et continuera à voyager. Ça fait maintenant 12 ans
qu'existe la source dorée. Quand on a démarré pour accueillir donc tout au départ des hôtes, nous souhaitions accueillir des gens afin qu'ils se ressourcent. On avait d'ailleurs trouvé un slogan qui était pour un ressourcement durable. Ça devait pouvoir donner l'occasion à nos hôtes d'être disponibles pour envisager les choses un peu autrement. Donc à l'époque, on n'avait pas d'urgence, on souhaitait semer des graines et créer les conditions pour que les uns et les autres prennent conscience qu'il y avait peut-être un ailleurs, près de chez soi, et une autre façon d'envisager les choses. Le voyage n'est plus une découverte, n'est plus une exploration, n'est plus ni même une émancipation. C'est devenu un commerce comme les autres qui contribue à une forme d'occidentalisation de la planète et que les touristes aiment trouver des sociétés qui, qu'on le veuille ou non, leur ressemblent. Aujourd'hui, le tourisme est devenu une industrie comme les autres qui altère les territoires, qui altère les sociétés, qui altère les écosystèmes et qui semble destiné à conquérir la terre entière. Et puis c'est aussi, surtout, une immense affaire commerciale qui contribue à la marchandisation des sociétés, mais aussi une marchandisation de la nature. Et c'est en ce sens que je considère que le tourisme est devenu, dans de nombreuses régions, un fléau. Parfois, certains considèrent que finalement, le tourisme est bel et bien porteur d'excès et qu'au nom du tourisme responsable, il va falloir y remédier. Alors, ce qui, de mon point de vue, est une illusion parce que, là encore, malheureusement, le tourisme responsable, en tout cas, tous les produits qu'on appelle produits équitables, responsables, malheureusement, ne remplacent pas le tourisme délétère, mais s'y ajoutent, pour ainsi dire. Il ajoute de nouveaux produits, il ajoute des circuits sur de nouveaux territoires, et finalement, il contribue, là encore, une fois de plus, au problème de l'irradiation touristique des territoires. Mais le voyage là le plus spectaculaire, c'est quand on est parti dans les glaces avec le bateau, avec Bernard et les chats. Alors on est parti 5 hivernages au total, et il y a eu une fois sur le Groenland, une fois à Saint-Pierre-et-Miquelon et 3 fois sur le Canada, sur la baie d'Hudson, nord baie d'Hudson. Et donc le but c'était de laisser prendre le bateau dans la glace et puis de vivre autour de chasse et de pêche. On était autonome au niveau énergie et alimentaire. Alors le bateau faisait 10 mètres, c'est un bateau que Bernard avait acheté déjà tout fait, mais il avait tout refait pour le mettre aux conditions des glaces, si tu veux. On avait un poêle, bien sûr. On était autonome, on avait assez de carburant, énorme en quantité de carburant pour un petit bateau. On avait 700 litres de gasoil de réserve. Donc déjà pendant les périodes d'hiver qui durent 10 mois, déjà les journées étaient courtes. Après il fait nuit tout le temps, il ne faut pas oublier la nuit polaire et le jour polaire. Et après c'était à la pêche ou à la chasse. Ou des fois ça ne dégèle pas d'une année sur l'autre. Donc il fallait prévoir, même au niveau alimentaire, parce qu'on faisait les courses une fois par an, il fallait prévoir pour éventuellement 6 mois de plus, au cas où ça ne dégèle pas, le temps de s'organiser, quoi. Moi, je dirais que les aventuriers ont bien souvent été les premiers de cordée des flux touristiques qui allaient les suivre, hein, parce que, pour ainsi dire, les destinations se sont ouvertes à la fois logistiquement, mais aussi dans l'imaginaire des sociétés grâce aux aventuriers qui ont découvert de nouveaux horizons et qui ont communiqué autour de ça. Et qui, dans la plupart des cas, ne se doutaient pas de ce qu'allaient devenir les destinations qu'ils étaient les premiers à explorer. Donc l'aventure, l'aventurier, c'est pas l'opposé du touriste, c'est pour ainsi dire le pionnier des flux touristiques qui vont lui emboîter le pas. Ces décors immaculés où règne en maître l'ours blanc, qui n'en a pas rêvé? Une aventure longtemps réservée aux explorateurs, aux trappeurs ou à quelques pionniers de la recherche polaire est désormais à portée de main.
La baisse du prix des croisières et le dégel chaque fois plus précoce permettent la découverte de ce monde d'exception. Il y a parfois des lieux surutilisés, un stade de foot, une halle de concert, où l'on cherche le besoin d'être avec des gens, et un besoin qui est supérieur encore une fois à la capacité des lieux, mais on est dans un état d'esprit de supporter cette charge de présence d'individus humains sur ces lieux. Par contre, lorsqu'on est touriste, effectivement, on a peut-être cet état d'esprit de chercher des lieux apaisés, apaisants, et donc de ne pas respecter ou de ne pas être suffisamment tolérant par rapport à la foule qui nous environne, même si cette foule qui nous environne peut être aussi elle-même touriste et pour partie autochtone. Et donc là, il y a une vue de l'esprit qui est de se dire je suis touriste mais je n'aime pas mon voisin qui est lui aussi touriste, et pourquoi il est venu sur ce lieu-là. Et la question de pourquoi tout le monde vient sur ces lieux et qui amène à cette perspective de surtourisme, c'est cette nécessité que les individus ont d'avoir à cocher des cases, cocher des lieux qui sont des lieux à voir, qui doivent être vus selon eux, selon le moment de la société, où l'on dit il faut absolument, quand on va à Paris, voir Notre-Dame, voir la Tour Eiffel, voir faire des bateaux-mouches, ou bien un lieu autre où on se dit si on n'y va pas à tel endroit, on aura loupé une partie de son voyage. J'ai travaillé pendant 15 ans dans les voyages et j'ai exercé plusieurs métiers au sein du tourisme vraiment avec passion. Quand je produisais et que je vendais des voyages à mes clients, la manière dont ils envisageaient leur voyage, c'était initialement par des images qu'ils avaient vues, glanées ici et là, accumulées, et ça avait suscité suffisamment d'envie pour qu'ils se mettent en mouvement, de se dire on va s'organiser, on va prendre du temps, on va dépenser de l'argent pour aller là. Quand ils revenaient, ils ne me disaient pas tous les bénéfices qu'ils avaient eu de leur voyage. Ils me disaient ah oui, alors ça c'était vraiment bien, puis cet hôtel, c'est vrai qu'il est bien, je l'avais vu. En fait, ils validaient des attentes qu'ils avaient avant de partir. Then you have the andouillettes. So the andouillette, that's a tripe sausage. A tripe sausage often served with mustard sauce as well. Then you have the bœuf bourguignon. It's not specially from here, but you will find it also. Qu'est-ce qu'on cherche quand on visite un lieu? Est-ce qu'on cherche à cocher des cases, ce qui est parfois tout à fait intéressant, hein, mais qu'est-ce qu'on en retire? Est-ce que c'est pas parfois plus pauvre d'avoir vu Mona Lisa pendant 2 minutes avec une foule aux alentours que d'avoir vu un autre tableau et d'avoir ressenti d'autres choses qui ne sont pas celles de j'ai vu le tableau de Léonard de Vinci. Pendant longtemps, quand on arrivait à Lyon par le sud, on voyait des usines chimiques et on n'avait pas l'impression que Lyon était très très intéressant. Vous avez vu, il a fallu des dizaines d'années pour que Lyon devienne véritablement un centre touristique, et notamment ça a été le fait à partir du moment où Lyon a été classé UNESCO. C'est toute l'ambiguïté de ce conformisme touristique et en même temps de ce désir de distinction qui fait qu'on part toujours plus loin, là où il n'y a pas encore beaucoup de monde, avec cette espèce de recherche à la fois d'être le premier à visiter des sociétés, et en même temps, à chaque fois, on est souvent suivi, surtout à l'heure des réseaux sociaux où la communication d'images va plus vite que la lumière, pour ainsi dire. Donc il y a une espèce d'effet à la fois de distinction et de suivisme assez paradoxal, et en même temps qui fonctionne bien pour répandre le tourisme en tout cas. Les touristes américains viennent chez nous, ils viennent nous rendre visite pour voir vivre une Française qui fait du vin. Ils viennent voir la famille, ils viennent écouter nos histoires de vie, tout simplement, de winemaker. On n'a pas l'impression d'être des phénomènes de foire ou des objets touristiques, parce qu'en fait, on a besoin d'être vu, on a besoin d'être visible à l'international notamment, parce qu'en fait on fait peu de vin, on est des petites exploitations pour l'essentiel, et donc on a peu de visibilité dans les médias et globalement dans les publicités. Tout le monde a envie de bouger, mais c'est aussi parce que c'est une publicité de chaque instant. Lorsque les gens sont en vacances, ça ne suffit plus, il faut partir en vacances. Lorsque vous revenez au travail, on vous demande où vous êtes parti. C'est devenu un conformisme, le déplacement. Donc
je pense qu'il y aura toujours des gens qui voyagent. Après, je ne pense pas que tout le monde doive voyager pour être heureux. Hein, je suis co-commissaire d'une exposition qui s'appelle « Faut-il voyager pour être heureux ?» justement. Le fait si on dit qu'à cette question on répond oui, pour moi c'est le symptôme que la vie ici est particulièrement devenue désastreuse. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi est-ce qu'on a autant besoin de partir pour trouver une forme d'équilibre. Il y a 15 personnes qui sont venues le week-end dernier. Ce sont des gens qui sont venus pour leur plaisir, ouais, pour nous faire plaisir, pour découvrir le milieu, pour faire des petits ateliers pédagogiques aussi sur tout ce qui est taille de la vigne, voilà, et pour nous donner un coup de main, pour prendre un week-end au vert parce qu'ils sont souvent en région parisienne où ils font des travaux de bureau et du coup ils ont envie de voir du vert et des copains, quoi. Du coup, il faudrait réfléchir à la manière d'organiser nos vies quotidiennes, nos espaces aussi de vie quotidienne, pour les rendre agréables et pour qu'on ait aussi envie d'y rester, de les découvrir, d'y vivre des expériences intéressantes. On sait qu'aujourd'hui, la recherche d'espaces naturels est une des motivations fortes des voyages, des déplacements. Tel Martin pêcheur, il pêche. Le couple, il pêche au bout. Après, des fois, ils viennent se mettre au bout là. En fait, si à chaque fois que tu fais une photo, l'animal décampe et s'en va, déjà lui, il va te retenir comme un danger. Et puis t'auras jamais, par exemple, tu le verras pas pêcher, le martin pêcheur. Si à chaque fois il vient, qu'il te détecte et qu'il s'en va, tu le verras jamais paisible en train de pêcher sur des attitudes, des comportements intéressants. Il aura bien rangé. Que forcer le truc, arrive à faire sa photo et en fait tu l'as dérangé. Parce que là on est en hiver quand même, donc il fait froid, lui il a besoin de. Et il fait froid et il a besoin de se nourrir. Donc en plus, ça peut même enfin, pas pour ce cas-là, mais les mettre en danger, certains animaux. Et à l'occasion du Covid, on était tous coincés chez nous ou à proximité de chez nous. Et là, pour moi, il y a une sorte de basculement de me dire, bon bah, maintenant que je suis coincée ici, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à explorer, visiter, parce que c'était vraiment quelque chose, moi, qui m'animait. Le réseau TIP, c'est un réseau tout juste émergent, il a 1 an, qui regroupe entre 15 et 20 acteurs. Et donc on les a un petit peu classés dans différentes thématiques. En gros, il y a ceux qui permettent de faire des balades à pied au départ de Lyon, autour de Lyon, et toujours des balades qui ont du sens, qui font attention à ne pas aller dans les endroits déjà surtouristiques de Lyon et qui permettent aux gens une véritable expérience sensorielle ou personnelle. Parce que finalement, vu que beaucoup de gens sont attirés par l'ailleurs et la découverte, ils vont aller chercher ça parfois très loin parce qu'il y a des jolies pubs des compagnies aériennes qui nous poussent à aller très loin. Et ils vont se dire, tiens, pour un week-end, je vais aller à Barcelone, à Berlin, pour un petit week-end. Et c'est leur dire, mais en fait, pour un week-end, non. En fait, là, il y a déjà plein de choses à découvrir et c'est peut-être vous trouver un autre angle, une autre façon de découvrir Lyon. Pour prendre le temps de voir un nouvel aspect de Lyon. Et c'est tout un enjeu parce que le tourisme de masse fonctionne parce qu'il a des modèles justement massifs. Donc il baisse les prix, il massifie, il va faire de l'optimisation. Et il va faire de la masse justement pour amortir ses coûts. Nous, on n'est pas du tout sur ces modèles-là et c'est là que c'est très compliqué de créer des modèles économiques qui se tiennent. Nous, on le voit dans le réseau TIPS, on a des acteurs qui débutent, qui ont du mal à se lancer parfois, qui ont du mal à trouver leur modèle économique, parce qu'ils proposent des offres qui restent un petit peu singulières, qui n'ont pas une force non plus de communication massive. Ils sont comme des entrepreneurs, comme tout entrepreneur en fait, à essayer d'un petit peu tout gérer, de faire plein de métiers à la fois, donc c'est pas simple. Pourtant, je suis à peu près sûr que c'est quelque chose qui est nécessaire, d'avoir des plus petits acteurs
Et pour moi, il y a un volet d'accompagnement qui est très important si on veut favoriser ces modèles. C'est sûr que ça sera moins des machines à cash, ça rapportera moins à la région, au département ou localement. Mais finalement, ça sera un vrai chiffre d'affaires qui reste sur place peut-être. Et puis il y aura moins d'externalités négatives non plus. Donc je pense que les collectivités s'y retrouvent. Mon idée, en fait, c'est pas de dire aux gens « n'allez pas loin ». Mon objectif, c'est de dire « on peut aller loin, mais finalement, on peut aussi vivre des choses très fortes à côté de chez nous ». Et donc l'idée, c'est de pouvoir leur dire bah, vous avez une journée, vous avez 2 jours, vous voulez rester en vacances chez vous, et ben c'est génial parce que vous n'allez pas vous ennuyer, il y a plein de choses à faire à côté. Alors moi, je ne dis pas qu'on part pas. Je dis qu'on part autrement et qu'on peut partir justement sans forcément aller très loin. Et comme le disait Nicolas Bouvier, le voyage commence sur le pas de sa porte. Réenchanter son environnement immédiat, c'est un petit peu notre credo. En fait, ça l'est devenu. Ça veut dire qu'au départ, on est né de voyages lointains, de ce tour du monde à vélo. Et puis d'autres voyageurs qu'on accompagne qui font des voyages aussi lointains. Et puis peu à peu, on en a eu certains qui ont fait des voyages plus proches. Et nous aussi, on a une réflexion sur l'impact du voyage, l'impact carbone, mais aussi l'impact sur les populations. Et se dire, en fait, le voyage n'est pas forcément lointain. Et c'est très bien de partir loin quand on s'en donne le temps. Mais parfois, c'est très bien aussi de réussir à voyager très localement. Et il y a de la découverte à faire. Et c'est aussi tout l'enjeu quand on est voyageur et qu'on devient sédentaire, parce que la vie nous mène à ça, de se dire quels sont les apprentissages du voyage que j'adore dans le voyage et que je garde au quotidien. Et ça, c'est réenchanter un peu le quotidien, la pratique de la ville, et se dire qu'en fait, on peut découvrir plein de choses juste en se décalant un petit peu de regard, un petit peu tous les jours, en gardant cet œil du voyageur dans le quotidien. Je vous présente Le Jardin de nous deux. Donc, c'est une œuvre de Charles Billy et Pauline Billy dans les années 70. Donc, ils sont venus ici en 75. Ils ont trouvé cette maison à Civrieux et c'est là où il a commencé ce chantier un petit peu colossal, ces œuvres d'art qui représentent des souvenirs de voyage. Donc, lui-même, Charles Billy, s'identifie au facteur cheval. Donc, le palais idéal du facteur cheval, il l'a visité en 68. Et c'est là où il a eu un vrai déclic. Quand j'organise des visites, je les accompagne vraiment tout au long. Pendant une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près, je leur raconte vraiment tout ce que je sais. Après, je les laisse un peu tranquilles s'ils veulent flâner, prendre des photos, voilà. Donc, ce qui est formidable, c'est que c'est tout proche de Lyon. On est vraiment à 15 bornes de Lyon, donc à 20 minutes, vraiment aux portes de Lyon, à l'entrée de Lyon. Dans nos envies d'évasion, il y a bien souvent une envie de trouver des lieux, des espèces de refuges où on va être en harmonie avec le dehors, en harmonie avec le vivant, dans une forme de convivialité, y compris avec le vivant humain et non humain, avec une forme de convivialité élargie avec le réel. Nous, on essaye de voyager au moins une fois par an, si possible 2. Et je pense comme beaucoup de gens, en tout cas beaucoup de Français, c'est le break, les vacances, c'est pour déconnecter du travail, changer d'air, se dépayser un petit peu et penser à autre chose. Parce que on se rend compte que si l'on part loin, c'est parce qu'on veut avant tout échapper au travail, au quotidien, à notre environnement, et que peut-être si le travail n'était pas si dur, il y aurait peut-être moins besoin d'aller loin. Donc vous êtes dans l'atelier Bois d'oubli, ça s'appelle. Et ça s'appelle comme ça puisque très rapidement, quand j'ai commencé à tourner, je me suis mis à tourner des bois couchés, donc ramassés en forêt, et puis des bois que les gens jetaient ou allaient mettre au feu. Et ensuite, j'ai découvert que dans ces bois qui étaient très abîmés, c'était très beau à l'intérieur. Et donc, j'ai vraiment fait de ce type de travail mon tournage. Lorsqu'on est artisan, on est très rapidement isolé, en fait. Donc on peut vivre comme un ours dans sa caverne au milieu de ses copeaux, ou bien on peut choisir de recevoir les gens, et notamment les gens qui sont relativement proches dans le pays où on habite, pour partager avec eux un savoir-faire qu'on a envie
de développer et de défendre. Et puis ensuite, les gens me posent plein de questions auxquelles je ne m'attends pas toujours. Et donc, il y a plein de groupes de randonneurs qui passent. Donc, les gens apprécient la démonstration du savoir-faire. Voilà. Le voyage, c'est la lutte contre l'indifférence et la lutte contre l'inattention au monde. Je pense que c'est assez révélateur la manière dont on se comporte avec les animaux, de la manière dont on se comporte avec les humains, dans le sens où on a très peur, je pense, pour nous, pour notre manière de voir les gens, dans notre peur du rejet, etc. Et du coup, on a tendance à imposer des choses de nous-mêmes sur les animaux, sur les gens, etc. Ouais, on a tendance à oublier de se taire pour laisser la place à ce que les autres nous disent, quoi. Par exemple, admettons un cheval qui est agressif envers nous. S'il est agressif envers nous, c'est parce qu'il il a un comportement, il a une anxiété ou une frustration quelque part. Et du coup, le fait de punir ce comportement va en fait décupler le fait d'avoir de l'anxiété, quoi. Et donc décupler le comportement agressif. Ouais, je viens les voir vraiment tous les jours. Et en fonction du temps que j'ai, je prends plus ou moins de temps pour eux, du coup, et pour écouter ce qu'ils racontent. Un cheval aujourd'hui, il n'existe plus juste dans le pré. Donc c'est important pour nous de leur mettre des codes qui nous permettent de rester en sécurité. Et ça, c'est de l'éducation pure et dure, quoi. Ils mon propos là. Ça parle, les animaux. Ça parle avec plein de signaux émis. Là, par exemple, on peut voir au niveau de sa tête qu'elle est en train d'apprécier le moment. Je ne sais pas si on voit un peu. Et du coup, elle a la lèvre un peu avancée. Le bout de la lèvre un peu avancé. Et donc là, c'est un point sensible chez elle que je suis en train de gratter et qu'elle me dit continue à gratter, quoi. Donc il faut arriver à les décrypter. Et quand on arrive à les décrypter, on arrive à communiquer plein de choses. Et puis eux aussi, ils sont capables de nous comprendre et d'apprendre plein de choses sur nous. Et je pense que l'écoute de l'autre, de ses besoins, de sa capacité à apprécier les gens, les choses, etc. À partir du moment où on ne respecte pas ça, on parle mal, on se comporte mal avec les animaux, avec les gens. Les travaux que moi j'ai menés montrent que finalement il est assez difficile de déplacer les flux. Les individus souhaitent aller absolument dans les lieux qu'ils ont identifiés et les faire changer d'avis ou les faire changer de chemin, de trajectoire est très compliqué parce qu'ils n'y voient pas nécessairement l'intérêt si ça n'est pas relayé par, encore une fois, tout un marketing, malheureusement, un imaginaire qui leur donne envie d'aller voir tel lieu ou tel lieu. Et ça, c'est très compliqué actuellement. Et pour cela, il faut vous affranchir de tous les codes esthétiques qui vous ont été inculqués et vous dire que finalement, marcher peut-être au bord d'une nationale, ça fait partie du voyage, ça fait partie de la découverte de la vie en société moderne ou post-moderne et que vous allez faire des découvertes qui seront probablement intéressantes mais qui n'obéiront pas aux clichés du tourisme ordinaire, on va dire. Depuis 2020, avec mon associé Nicolas, on s'occupe d'une parcelle qui s'appelle la micro-ferme des États-Unis et qui est donc une parcelle urbaine en plein cœur de Lyon, dans le 8e arrondissement, au sein d'un quartier de logements sociaux. On n'est pas subventionné pour fonctionner ça, on n'est pas prestataire, on est une entreprise agricole. Et avec cette parcelle, on vit de la vente de nos légumes. Donc cette ferme, elle se visite. On est en train de s'intégrer à un parcours de visite qui est fait avec un tour opérateur qui s'appelle Mes Pieds sur Terre et qui travaille sur le tourisme local. Et donc on est même en train d'essayer de s'intégrer dans un programme de visite dans Lyon
pour justement faire découvrir à des gens qui veulent visiter Lyon autrement des lieux à aller voir et des activités à faire qui permettent de découvrir Lyon autrement qu'en allant voir la basilique de Fourvière et la place Bellecour, quoi. Voilà. Et pour moi, le tourisme, c'est aussi le symptôme de l'invivabilité du monde, mais le problème, c'est aussi qu'il y contribue en convertissant des espaces à des logiques marchandes et bien souvent qui contribuent à l'artificialisation des territoires. Donc ça, c'est le symptôme d'un mode de vie qui est urbain souvent, qui est devenu insupportable. Donc on a vu arriver des gens qui étaient beaucoup plus inquiets en arrivant, il fallait absolument que leur séjour soit super réussi. Pas de place à l'inconnu, un vrai besoin d'être assuré, que tout soit parfait. Et surtout un besoin d'être à 2, 3 ou 4, en petit comité, et d'être en grande protection. Alors qu'avant, il y avait beaucoup de curiosité, beaucoup moins de curiosité, et aussi, surtout pas poser de questions qui pourraient les amener à s'interroger. Donc on a vu vraiment, on voit vraiment, même toujours, des gens qui sont comme dans une souffrance, quoi, et dans une protection profonde, un peu comme je prends maintenant, souvent c'est le mot qui ressort, je profite, certainement parce que je ne sais pas ce que sera demain. Et que je me sens complètement dépassée par demain. Donc c'est plus du tout le même tourisme qui était avant, un tourisme de curiosité, de découverte, d'envie de venir vers l'autre, de découvrir un autre mode de vie. C'est vraiment des personnes qui viennent pour se protéger. Bien entendu, on a encore des gens qui sont en recherche de changement et qui justement viennent ici pour découvrir, pour s'inspirer, mais beaucoup moins qu'avant. Et beaucoup de gens que je sens vraiment dans l'inquiétude et dans une forme de souffrance dans leur vie. Je pars en vacances souvent en France, dans la mesure où je n'ai pas forcément le besoin de partir plus loin. Et j'ai un métier qui me permet de rencontrer énormément de gens incroyables, de nationalités différentes. Donc ils me racontent leur vie, leur périple, leurs coutumes et même la rencontre de tous les habitants que je côtoie. C'est pour moi une telle richesse que je n'ai pas ce besoin d'aller plus loin. Donc il faudrait arriver à recréer des espaces de proximité où on puisse trouver des espaces naturels, un rapport un peu concret à la nature. Ça veut dire que c'est toute une conception de l'urbanisme aussi qu'il faudrait revoir. Pour qu'on puisse se mettre en lien avec le vivant aussi à proximité de chez soi et aussi quand on habite en ville. Pendant ces 12 ans, on s'est aussi transformé, nous nous sommes aussi transformés. Et au contact avec la nature, on s'est rendu compte qu'il y avait de l'urgence, que finalement ce que j'imaginais il y a 12 ans comme étant quelque chose qui pouvait se faire en cheminement, c'est-à-dire qu'à l'époque pour moi l'important c'était de semer des graines. Maintenant, pour moi, semer des graines, c'est trop tard. Il faut vraiment former des gens à devenir autonomes, à aborder ce qui... Nous, on voit bien les choses changer dans la nature. Il se passe des choses assez incroyables et des choses qui sont perdues et qui ne reviendront plus. Il y a une urgence à faire les choses autrement, à avoir une vue de sa vie autrement, à consommer, à travailler, à faire les choses autrement pour préserver tout ce qui nous est offert. Donc nous, on s'est un petit peu durci de ce côté-là, entre guillemets. Alors c'est durci ou adouci, c'est adouci avec la nature ou durci par rapport à nos modes de fonctionnement. Donc ce qui fait que la rencontre de personnes qui sont dans le fait de vouloir profiter et nous qui sommes dans le fait dans l'action, d'abord dans l'action et pas dans l'inaction, et d'autre part dans la préservation, et non pas dans le fait de profiter, il commence à se faire un écart entre notre clientèle et nous-mêmes. Donc nos postures ne sont plus les mêmes. Donc, et on a envie de le transmettre. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'une grande partie de notre clientèle n'a pas envie de l'entendre en ce moment. La question du tourisme, en fait, c'est la question d'un mode de vie. C'est une question qui, moi, m'intéresse parce qu'elle montre aussi nos manques. Elle indique les endroits où on va plus ou moins confusément chercher de la compensation de quelque chose. C'est pour ça que souvent
On parle je parle du tourisme pour dire que c'est une industrie de la consolation, et que tout ça mérite d'être pensé pour aussi revoir nos manières de vivre ici. Il y a des habitants qui ne viennent pas forcément nous acheter les légumes, mais qui viennent nous parler, nous poser des questions sur comment on travaille, pourquoi on utilise telle ou telle pratique, voilà. Et aussi, des fois, plus des gens qui veulent parler du jardinage en général, du fait que ça leur rappelle le potager du grand-père au bled. Voilà, il y a plein d'interactions différentes. C'est parce qu'on travaille au quotidien à faire vivre cette parcelle et à faire notre travail de maraîcher que l'interaction, elle vient naturellement, parce qu'on est dans l'objet dont on veut parler. Quand on a commencé le projet, tout le monde nous pronostiquait la destruction générale de tout ce qu'on allait faire, le vol continu de tous nos légumes. Et quand je dis que tout le monde nous pronostiquait ça, c'était à la fois des fois nos partenaires sur le montage du projet, mais c'était aussi les habitants. Sur l'itinérance, on voit que les acteurs du tourisme s'en emparent. Mais encore une fois, il faut avoir à l'idée les jeux d'échelle. Parce que c'est très important de bien penser qu'on ne pourra pas mettre autant de cyclotouristes sur la Via Rona de Genève à Marseille en passant par Lyon que dans des avions qui vont aller à Chicago, à New York, à Los Angeles. Et donc malgré tout, ça n'empêche pas qu'il faille faire ces sentiers de randonnée pédestres, cyclistes, mais qu'en termes de quantité, on sera certes sur de la qualité peut-être, mais à terme, ces sentiers-là peuvent être déjà surfréquentés. Et si on en met autant de vélos sur la Via Rona, l'expérience ne sera plus intéressante pour les touristes, de même qu'elle ne l'est pas quand on va à Paris au moment des fêtes ou à New York au moment des fêtes, parce que la ville, l'espace urbain est surfréquenté. Alors mon hypothèse de départ, c'était de faire découvrir aussi bien des sites emblématiques déjà connus du territoire, mais aussi des adresses un petit peu plus authentiques que j'ai pu découvrir au cours de mes repérages de manière fortuite. Donc ces sites emblématiques, on y va souvent en voiture ou en bus, et moi la démarche que j'ai voulu avoir, c'était de pouvoir le découvrir à travers un itinéraire pédestre. Donc l'idée, c'était de se dire, je vais avoir une activité active, pas forcément sportive, mais où on va être vraiment dans un rythme lent, mais en même temps dans une action. Et au cours de l'itinéraire, on va avoir des points d'intérêt. Donc ça peut être du patrimoine, ça peut être des paysages, ça peut être des sites naturels remarquables, ça peut être des sites de loisirs comme un parc animalier. On a aussi des personnes, des acteurs locaux qui ont des savoir-faire et des envies de transmission, qui sont partie prenante en fait de mes itinéraires. Et ça fonctionne plutôt très bien, puisque donc mon hypothèse de départ, c'était de prendre environ 80 points de départ autour de Lyon, dans un périmètre d'1 heure de Lyon. Donc je les ai tous repérés théoriquement. Après sur le terrain, j'en ai fait à peu près 70. Et là, j'en ai gardé 60. Voilà, parce que certains ne fonctionnaient pas. Il y avait trop de lotissements, par exemple, où il n'y avait pas suffisamment, ou alors il fallait aller trop loin pour avoir un véritable point d'intérêt. Donc ceux-là, je ne les ai pas gardés. Donc les itinéraires, justement, c'est entre 8 et 12 km, volontairement pour que ce soit accessible au plus grand nombre, à des personnes qui n'auraient pas forcément la passion de la marche, mais qui du coup se laisseraient un peu convaincre par l'envie de découvrir le territoire autrement. J'ai quand même beaucoup de gens qui sont partis avec moi ou qui ont eu l'occasion de tester ça. Et à chaque fois, c'est vrai que les gens, la première réaction, c'est la surprise en fait. Ils ne s'imaginaient pas qu'ils pourraient ressentir autant ce sentiment d'évasion et de ressourcement aussi près de chez soi. Donc l'idée, c'est de proposer un voyage à 2 pas de chez soi, avec les codes du voyage. L'expansion du tourisme n'est pas généralisable, sans créer des dégâts environnementaux et donc sociétaux importants. Voilà. Le tourisme n'est pas la solution, mais elle fait partie du problème. La particularité de l'industrie touristique, c'est qu'elle a bénéficié d'un consensus qui est sans doute en train de se fissurer, comme je le dis souvent,
qui fait que c'était intouchable. Le tourisme était intouchable parce que le tourisme, c'était la paix dans le monde, c'était la protection de la nature à des fins de valorisation du capital naturel des territoires, c'était la compréhension entre les cultures. Or, de mon point de vue, aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut prétendre que le tourisme a réussi à réaliser tout ça, d'une part. Ensuite, le tourisme n'a pas éradiqué la pauvreté dans les pays du Sud. On sait que c'est une économie qui est très inégalitaire. Et le tourisme contribue à artificialiser les territoires, à faire déplacer des gens qui utilisent soit des voitures, soit des avions. Le développement du tourisme, par exemple, a pu avoir lieu grâce à l'utilisation de l'avion, qui a permis d'aller de plus en plus loin pour des trajets de plus en plus courts et pour des séjours de plus en plus fréquents. Tout ça, on le sait. Je ne crois pas que les innovations technologiques vont nous permettre de continuer à voler en avion comme on le fait parce qu'on aura réussi à faire des avions propres. Il se pourrait aussi très bien que les conditions qui rendent les déplacements, notamment motorisés, faciles, disparaissent. Du fait, on parle beaucoup d'inflation à l'heure actuelle, on parle beaucoup de renchérissement des énergies fossiles. Il se pourrait très bien que ces conditions-là ne soient plus accessibles au grand nombre, comme c'est le cas. Donc peut-être que effectivement, les conditions du voyage facile ne perdureront pas éternellement. Récemment, des grandes capitales européennes ont vu des mouvements de population qui ont contesté les afflux et les excès du tourisme. Et du coup, c'est devenu visible et les médias s'y sont intéressés. On a commencé à parler d'over-tourism ou de surtourisme pour parler français. On ne peut plus continuer à touristifier la réalité tranquillement. Donc il y a une prise de conscience qui est en train d'émerger, mais le consensus reste quand même majoritaire, quoi. En fait, ce que je critique, ce n'est pas tant des comportements individuels qu'une organisation de la réalité. C'est-à-dire que ce que je critique, ce n'est pas les touristes. On est tous des touristes. Moi, je suis un touriste parfois. Mais ce qui me pose problème, c'est le système touristique qui fait qu'on organise la réalité pour rendre accessibles des lieux, le plus de lieux possible, des lieux les plus variés possibles, pour les rendre propices à la consommation touristique. Et de plus en plus, surtout, les espaces touristiques sont spécialisés pour accueillir des touristes, à tel point que dans ces espaces-là, la vie des sociétés locales est devenue très compliquée, si bien qu'en tant que touristes, les premiers qu'on rencontre, ce sont soit des professionnels qui vivent du tourisme, soit d'autres touristes. Et en fait, on transforme complètement l'expérience de ces lieux-là. Et l'expérience de départ n'a plus rien à voir avec ce qu'elle devient une fois qu'elle est vendue au plus grand nombre. Et cette touristification-là, elle s'adresse à la fois aux lieux culturels, mais aussi aux lieux naturels. Et elle les transforme. Et finalement, cette nature-là devient un simple décor qu'on visite comme peuplé d'êtres et d'éléments qui sont complètement extérieurs à soi. C'est ça le problème. C'est le système touristique qui s'empare des lieux et donc des êtres. Moi, j'entends souvent des gens qui se baladent en montagne ou en forêt qui disent « mais on voit jamais rien ». En fait, c'est normal. En marchant, tu verras que quelques oiseaux en fuite. Le reste, il s'est déjà planqué depuis longtemps. Si tu veux voir des animaux, tu t'installes, t'attends au minimum 1 heure, à bon vent, sans faire de bruit. Et là, effectivement, là, tu peux commencer à avoir du monde. Mais sinon, non, ça sera que des animaux en fuite et que des coups de chance, quoi. Tu vois, l'hiver en montagne, les chamois, ça leur prend énormément d'énergie de tenir au froid, en fait. Et si tu restes pas sur les sentiers, là où ils savent que les hommes peuvent passer, donc il n'y a pas de surprise pour eux, mais si tu commences à faire du hors-piste, à aller partout et toujours faire déplacer les chamois dans la neige qui leur bouffe de l'énergie,
Bah ouais, effectivement, là, c'est même la mort en fait que tu peux causer. Mais même là, c'est même plus grave, si tu veux, que le touriste qui parle fort à la terrasse d'un café, tu vois. Là, là pour le coup, l'animal, tu l'affaiblis et même tu peux entraîner sa mort. Déjà, quand je faisais mes études, j'étais très sensibilisée à la notion de, on pourrait appeler ça le tourisme responsable ou le tourisme durable. Alors c'est vrai qu'à l'époque, finalement, la dimension qui était mise en avant, c'était plutôt effectivement l'impact qu'on pouvait avoir à destination sur la société et sur l'environnement. Donc c'était plus une relation, une recherche de relations équilibrées, de ne pas être dans l'intrusion, de ne pas être juste dans je prends ma photo, j'ai une belle photo que je vais mettre en portrait chez moi. Cette notion voilà, de consommation de l'autre, c'est quelque chose qui m'a quand même toujours interpellée. Maintenant, il y a aussi toute la démarche environnementale avec l'impact du transport pour aller jusqu'à la destination en question. Donc est-ce que le tourisme éco-responsable n'est pas un oxymore, n'est pas un paradoxe? Est-ce que ce n'est pas une énième avenue pour essayer de se pardonner ou de se faire pardonner à la société d'être touriste, parce qu'un touriste reste un touriste? Et donc, peut-être qu'effectivement, il faut aller vers peut-être moins de voyages. J'entendais Jean-Marc Jancovici qui évoquait cette idée cette semaine de limiter pour une vie peut-être à 4 ou 5 voyages. Alors, il n'avait pas un chiffre prédéfini, mais pourquoi ne pas limiter à 4 ou 5 voyages aériens pour l'entièreté de sa vie? Alors effectivement, ça peut se débattre, mais poser la question, c'est déjà commencer à y réfléchir, et peut-être qu'il faudrait davantage y réfléchir en termes de déplacement. Est-ce qu'on a des besoins d'aller à tel ou tel endroit? Est-ce qu'on a une nécessité absolue? Il faut savoir que ces conditions qui permettent cette espèce de tourisme facile, de consommation du monde, sont quand même relativement exceptionnelles dans l'histoire des sociétés, c'est-à-dire qu'il faut d'une part des transports bon marché qui permettent d'aller loin, très vite, dans un monde d'infrastructures très fluides et qui permettent une espèce de prévisibilité parfaite, ou presque parfaite, qui nous laisse entendre que lundi on sera revenu par exemple pour reprendre le travail. Tout ça, historiquement, ce sont des conditions qui sont exceptionnelles. On peut certes aller au Tibet pour voir la panthère des neiges et voir des choses exotiques, comme quand on va voyager en Thaïlande pour voir l'exotisme, mais on peut aussi trouver un exotisme en France, et donc là on rejoint ce que dit Rodolphe Christin, et donc les Vosges peuvent être un lieu d'exotisme pour y retrouver un animal assez peu visible, le grand tétras, et qui est en perte de présence depuis que les Vosges ont été mises en tourisme. On vit aussi dans des mondes où du fait des migrations, il y a des espaces exotiques, il y a des rencontres exotiques à faire sans forcément aller très loin. Il y a un acteur très original qui va proposer du voyage international en restant autour de Lyon, grâce aux communautés de différents pays qui vivent autour de Lyon, et donc une immersion via les 5 sens dans ces communautés. Et puis, si on veut aller loin, on peut aussi décider de partir plus longtemps en utilisant des moyens de locomotion qui nous permettent d'être, je dirais, en prise avec le réel et non plus dans des espèces de bulles spatio-temporelles où la charge existentielle du déplacement est quasiment réduite à pas grand-chose. On peut tout à fait décider de se mettre en contact avec le monde aussitôt que possible et dès la porte de son domicile franchi. Mais ça suppose sans doute du temps, de la durée et probablement de la rareté. C'est-à-dire que il est probable que le voyage, pour conserver une charge, une intensité existentielle, doive rester une expérience rare et qui souffre mal la répétition et la frénésie consumériste.
Si jamais tous les citoyens des sociétés du monde devenaient des touristes, cela poserait de sérieux problèmes et sans doute ça ne serait pas soutenable au regard des grands enjeux écologiques planétaires qui sont les nôtres actuellement. Et il y a un concept d'un penseur norvégien qui s'appelle Arne Næss, et le concept c'est celui qu'il a élaboré et qui mériterait sans doute d'être un peu simplifié pour le rendre un peu plus accessible à un public un peu plus élargi, qui est celui d'écosophie. Il existe une écologie scientifique, qui est l'étude des écosystèmes, une écologie politique, qui va être l'organisation de sociétés plus harmonieuses avec l'environnement, et l'écosophie serait une dimension plus englobante de tout ça, c'est-à-dire ça serait une relation existentielle à l'environnement, au vivant, qui soit à la fois intelligente, mais d'une intelligence qui ne soit pas seulement théorique, qui soit enracinée dans une expérience concrète, poétique, sensible du vivant. C'est pour ça que l'idée de réintroduire du vivant dans nos espaces, et y compris dans les espaces urbains, me paraît une idée intéressante.